Tu sais, je m'ennuie dans ton frigo. Tu veux que je suis une personne de plus? Ce serait bien. Tu quelqu'un. Pourquoi pas Lisa de la compta? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, retour en 2014 pour parler d'un film de Marjane Satrapi, artiste réalisatrice connue entre autres pour des films ou des bandes dessinées comme Persepolis, qui collabore avec un Ryan Reynolds à l'époque où il en avait quelque chose à foutre de sa carrière. C'est bien sûr The Voices. Comment allez-vous, Jerry? Très bien, merci. J'ai une collègue séduisante. Jerry? Ah, Fiona. Salut. Ah, Bosco, quelle journée! Quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu l'as baisé, la salope. Des fois, je parle à mes animaux pour passer le temps. Mais parfois, c'est eux qui me parlent. Tu l'es. Et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant. Et vos médicaments, vous les prenez toujours? En général. Quoi qu'il arrive, vous devez les prendre tous les jours. J'essaie d'être quelqu'un de bien. C'est ce que je veux être. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Moustache me pousse à faire des choses. The Voices suit un ouvrier perturbé nommé Jerry, incarné par Ryan Reynolds, qui tente tant bien que mal de rester sain d'esprit alors qu'il entend les voix de son chien et de son chat qui le poussent petit à petit au meurtre. Un véritable flop à sa sortie puisque le film n'a rapporté que 2 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 11 millions, The Voices est pourtant souvent considéré comme un des meilleurs films de Ryan Reynolds et de Marjane Satrapi. Je suis Romain Plourde de l'émission Le Bistrot sur Filmo et pour parler de ce film, je suis accompagné de Dario du podcast Plan Plan. Salut les Jumpscaros. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Et Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Qui connaissait ce film avant qu'on décide d'en parler? Amélie? Oui, c'est le film, je le connaissais, je l'avais vu à sa sortie, il me semble, l'année de sa sortie. Moi, c'est un film que j'ai toujours trouvé sympa, voilà, donc je suis contente qu'on en parle aujourd'hui, c'est cool. Je l'avais pas revu depuis 2014, donc ça fait quand même presque 10 ans. Voilà. Il est tombé un peu dans l'oubli aussi, je trouve. Un peu enseveli sous les multiples blockbusters de Ryan Reynolds maintenant, parce que c'est une ère pré-Deadpool, on en reparlera après. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Vous l'avez vu en salle à l'époque? Ouais. Non. Vous l'avez rattrapé Ouais. plus tard? Non? Lily? Non, moi j'avais jamais vu ce film. Pourtant j'en avais entendu parler parce que Marjane Satrapi qui réalise un psycho-killer movie, ça a attisé ma curiosité. Mais j'ai raté la sortie salle, j'ai pas trop eu l'occasion de le voir, donc je l'ai vu pour le podcast tard un soir et j'ai pas très bien dormi après. Parce que ça m'a pas mal inquiété parce que je parle à mon chat et je la fais me répondre avec une petite voix marrante. Donc Ah oui. j'étais pas sereine après. Tu peux nous envoyer une photo de ton frigo s'il te plaît pour être Mais sûr, c'est sûr, Moumout, c'est une psychopathe. C'est Ouais, obligé. je pense que Momout, elle est Non. méchante. Elle me dit tout le temps des trucs gentils. Voilà. Elle me demande pas de vous tuer tous, donc tout va bien. Après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que Marjane Satrapi, c'est pas du tout quelqu'un qu'on aurait pu voir derrière un film de psychopathe, pour le Exactement. coup. Ouais. Je sais pas, quelqu'un a lu Persepolis ici? Pas en entier moi. Dario? Alors ça parle de quoi concrètement, parce qu'on voit un peu plus son univers? Bah c'est T'en vraiment souviens le film, hein. Si vous avez vu le film Persepolis, c'est l'adaptation de la bande dessinée, donc ça parle de la jeunesse de Marjane Satrapi en Iran quand elle a dû partir après quand elle arrive en France et tout. Si vous avez vu le film, c'est la même histoire en soi. D'accord, donc rien à voir en fait avec un film où Ryan Reynolds parle à son chat et bute des gens, en gros. Après, c'est pas un film qui vient d'elle de base, hein. C'est un film qui avait déjà un scénario écrit depuis quelques années et qui devait de base être réalisé par Mark Romanek, qui est un réalisateur de clips principalement. Donc, elle est arrivée sur le projet en fait en tant que qu'employée en fait, et elle a réussi à s'en faire un truc à elle. On va le voir après. Elle a quand même mis sa patte dessus. Et du coup, Amélie, t'en as pensé quoi? Oui, donc comme je le disais, c'est un film que j'aime bien. Déjà parce que oui, tu parlais du fait que Marjane Satrapi a mis sa patte sur le film et en le revoyant là, je me suis dit qu'effectivement, dans ses plans fixes, par exemple, ses plans sont très construits. Ça se voit qu'elle a dû storyboarder de ouf, je pense, parce qu'elle a vraiment une construction d'image qui est très
très organisé, très géométrique. Je pense que ça vient de son côté dessinatrice de BD. Et c'est un film que je trouve très bien, parce que déjà Ryan Reynolds, il est cool dans le film. Enfin, je trouve que il est pas en train de Ryan Reynolds-iser. Ça existe déjà comme terme ou pas? Oui, c'était avant Deadpool. C'est ça. Et en plus, c'est un psycho killer assez intéressant parce que la réalisatrice n'a pas de jugement sur son personnage. Au contraire, c'est plutôt un personnage pour lequel on est en empathie parce qu'il vit dans son monde. Donc, pour spoiler un peu, il prend pas ses médocs, donc il vit dans un monde un petit peu idyllique, très coloré. Un peu Barbie, un peu bande dessinée, quoi. Il sait qu'il prend pas ses médicaments et que c'est grave, et il entend son chien et son chat qui lui parlent. Et du coup, la maladie du personnage principal, c'est pas un twist, c'est pas un truc qui n'est pas dit, comme dans Psychose, par exemple. C'est un truc qui est vraiment dit dès le début du film. On sait qu'il est malade, on sait qu'il se bat un petit peu avec sa psy pour prendre son traitement ou pas. Qui se bat avec la propre perception qu'il a de sa maladie. Mais du coup, je trouve le traitement de la maladie mentale du psycho-killer assez intéressant parce qu'il n'est pas jugé pour ça et on revient en plus sur son histoire personnelle qui est plutôt touchante. Et moi, je trouve que c'est un psycho-killer qu'on aime bien, quoi. Il n'est pas diabolisé, en tout cas. Ok, il tue des gens, c'est pas bien de tuer des gens, mais il le sait lui-même que c'est pas bien de tuer des gens, quoi. Puis il est super drôle aussi. Oui, il est rigolo, et son chat est rigolo, son chien est rigolo, mais il fait peur aussi des fois, parce que quand il poursuit sa petite copine là dans son appartement, même s'il essaie d'être rassurant et de lui dire qu'il est pas dangereux, la lumière sur son visage, je trouve que l'éclairage des visages est parfois intéressant, le rend hyper inquiétant, quoi. Il peut faire très peur, quoi, Ryan Reynolds, quand il veut. C'est un talent qu'il a qui est plus utilisé. On parlait de Deadpool, mais en fait, il y a vraiment eu un avant, un après. Mais même avant, en fait, il a déjà fait des films d'horreur. Faut pas oublier qu'il était déjà dans le remake d'Amityville, que moi j'apprécie. C'est mon petit plaisir. Ma mère aussi. Très bien ce film. Et ben voilà, on est là. Je suis pas fan de l'original, mais j'ai bien aimé le remake. C'est la haute tech du jour. C'est un mec qui est cinéphile de base et qui aimait bien varier les rôles et les persos et qui maintenant n'a plus rien à foutre. C'est très dommage parce que il a un vrai talent de comédie. Comme tu l'as dit, il peut faire peur, je trouve, et surtout il improvise super bien. Et il y a une sorte de gestuelle hyper gênante dans le film. Il bouge bizarrement, il est mal à l'aise avec son corps. Et c'est trop dommage qu'on l'ait perdu, quoi. En fait, il se comporte comme un enfant dans le corps d'un adulte, en fait. Il est très mal à l'aise avec son propre corps, tu le vois, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, mais après, il est quand même... je dirais qu'il est pas creepy dans le sens où il a l'air d'être apprécié de ses collègues, il a l'air d'être un employé sympathique. Enfin... c'est pas tu le vois et tu te dis direct waouh, il est méga chelou ce type. Il a quand même l'air d'avoir une certaine il essaye de s'impliquer dans la société, quoi. Il est super content de participer au pique-nique de son entreprise, il est super content de se faire des copines. Enfin, c'est pas un misfits absolu, quoi. Oui, pour l'anecdote, Satrapi pendant le casting, elle l'a choisi parce qu'il avait l'air très niais, selon elle, parce qu'il avait l'air très très niais et très gentil. Un peu, comment on dit, bené. Voilà, c'est ça qui lui a plu physiquement. Un peu simplé. Ouais, voilà. Terrible. Donc oui, ça transparaît dans le film, quoi. Oui, il en joue. D'ailleurs, jusqu'à la fin, hein, alors, désolé, je vais venir sur la fin de 2 secondes, si vous voulez pas spoiler, passez 30 secondes, mais il est perdu tout le long, en fait, et c'est ça, moi, qui m'a touché, et même quand il est mort et qu'il est au paradis, en fait, il est encore plus perdu, si tu veux. Il y a Jésus qui arrive, il est en mode, ça va, le chien-chat et tout, j'ai trouvé ça trop bien qu'ils assument jusqu'au bout, ce côté, en mode... C'est pas forcément un mauvais mec, c'est juste un mec qui a pas la chance d'avoir une santé mentale en bon état, en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal, que ça n'abuse pas trop du côté c'est un méchant, parce qu'il est schizo, etc. Ça aurait pu être le gros piège du film, je trouve. Dario, de ton côté, t'en as pensé quoi ? Alors moi, pareil, je l'avais vu en salle à l'époque et je l'ai pas revu depuis, à part pour le podcast là, cette semaine, évidemment. Je l'ai pas vécu de la même manière que quand je l'ai vu en salle, perso. Je me souviens que quand je suis allé le voir en salle, je trouvais ça vachement plus marrant à l'époque. Voilà, le chat il parle, c'est marrant, c'est un tueur et tout. Là, je l'ai vécu vachement plus comme un film un peu plus tragique. Et dans mon souvenir, il y avait moins de passages justement dans la réalité où on voit vraiment son vrai appartement qui est dégueulasse et tout. Dans mon souvenir, c'était un petit peu un twist, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est pas du tout le cas parce qu'on le voit hyper rapidement, le fait que son appart il soit dégueulasse, qu'il y a des crottes de chiens et de chats partout. Il a été vendu comme une comédie, le film aussi. Et c'est ça, et c'est que le film est pas du tout aidé, notamment par son affiche, je trouve. Je sais pas si l'affiche française vous l'avez vue, mais
Ouais. C'est juste la tête de Ryan Reynolds en très gros plan, le chat derrière, il y a écrit vous allez mourir de rire et de peur, un truc comme ça. Alors qu'en vrai, on meurt pas de rire non plus devant le film. C'est un peu rigolo, mais c'est pas du tout une comédie. Je trouve qu'il est pas aidé par son marketing, mais sinon, à part ça, j'aime bien le film. En vrai, ça m'a bien fait plaisir de le revoir, pour le coup. C'est vrai que quand tu vois le trailer, tu peux te dire putain, ça va être drôle, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y a quelques vannes, quoi, mais ça s'arrête là. Et il y a même des moments que je trouve vraiment, en fait, vraiment sombres et vraiment limite touchants. C'est pas si drôle que ça, vraiment. Mylène, de ton côté, t'en as pensé quoi ? Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je revois régulièrement. En vrai, c'est un peu un Mylène movie. C'est un psychopathe qui tue sur fond de couleurs chatoyantes, comédie musicale, avec les animaux qui parlent. Enfin, franchement, je le trouve extraordinaire, ce film. Il y a un côté un peu conte macabre, même dans certaines scènes, il y a des références à Blanche-Neige. Enfin voilà, c'est un film qui, visuellement, je le trouve très très complet. Ça se voit que Marjane Satrapi, c'est vraiment une artiste complète et qu'elle y touche à tout, en fait. Parce que vraiment, tu sens, en fait, toutes tes inspirations dans son film. Et même si au départ, voilà, c'est pas son propre film à elle, pour le coup, elle a retouché pas mal de choses sur le scénario. Le tueur était, par exemple, plus calculateur au départ. Et elle en a fait quand même quelqu'un d'un peu plus, simplé, un peu plus niais. Et je trouve que ça, c'est plutôt un bon point. En tout cas, moi, ça marche pour l'empathie que j'ai envers le personnage, même s'il a quand même une part d'horreur. Donc ça, voilà. Et même s'il tue dans sa tête de manière non voulue, ça on en a beaucoup parlé avec Lily, finalement, en fait, bon, c'est quand même de base, bon, à la fin, il y a quand même des trucs un peu horribles. Mais par contre, le petit bémol que je dirais dans le film, c'est le traitement de la schizophrénie qui est un peu fantasmé. Je sais que j'en ai beaucoup parlé avec la créatrice L'Aurore est humaine, qui, elle a fait un mémoire sur le sujet. Et pour le coup, c'est une représentation assez binaire de la maladie. Bon, de manière générale, le cinéma fantasme beaucoup la maladie de la schizophrénie. Et à savoir qu'il y a très très peu de gens qui sont atteints de schizophrénie qui sont violents envers les autres. C'est, je crois, même pas au-delà de 1%. Et là, en l'occurrence, vraiment, on l'utilise comme vecteur de peur. Donc, c'est un peu compliqué. Et le côté binaire, c'est plus... après, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, mais qui est un peu questionnable. C'est en mode, quand il prend ses cachets, du coup, le monde est horrible. Il est dans la normalité, il arrive, enfin voilà, il voit tout de manière très réelle. Et quand il prend pas ses cachets, son chien lui parle, son chat lui parle, tout est en technicolor, tout est beau, même ses meurtres sont beaux, les têtes dans le frigo lui parlent, voilà. C'est quand même une représentation très fantasmée, et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Mais encore une fois, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, et je trouve que oui, Ryan Reynolds, il est incroyable dans ce film. Franchement, il arrive à faire transparaître une innocence alors que le mec coupe des têtes et fait des tupperwares de corps. Je veux dire, c'est assez incroyable. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même compliqué après de ne pas mentionner le traitement un peu problématique de la schizophrénie, à savoir qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui se battent justement pour dénoncer ça, notamment dans des films comme Le Joker. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce film, mais faut pas oublier ce petit bémol. Ouais, mais dans le Joker aussi, il y a vraiment aucune volonté de faire un bon film qui parle de la maladie comme elle est vraiment. C'est même plutôt insultant. Au moins, dans The Voices, déjà, il n'y a pas de jugement négatif. Ouais, mais du coup, on est triste en fait quand il prend ses médocs, du coup, quand il va voir son chien et son chat et qu'il leur dit pourquoi vous me parlez pas et tout. Je trouve qu'il y a un truc un peu pareil, tragique, un peu triste. Non, mais après, la psy à la fin, parce que bon, il séquestre sa psy quand même. Mais elle est toujours dans une grande bienveillance avec lui. Et quand elle part en ambulance à la fin, elle dit aux flics lui faites pas de mal. Il a besoin d'aide. Lui faites pas de mal, il est malade, il a besoin d'aide. Et c'est le flic qui répond oui, il est nôtre avant lui, quoi. Mais elle-même, en tant que psy, elle rappelle que qu'il est malade, quoi, et que tout n'est pas, enfin, que c'est pas si simple. La psy, je trouve que elle fait son taf qu'à la fin quand elle est menacée. Je pense que c'est elle la vraie méchante, personnellement. Et je trouvais que le film tapait plus sur le corps médical, ou les psychologues en tout cas, ou les gens qui traitent les maladies que la maladie, parce que elle s'en bat les couilles de son patient pendant tout le long du film. Et elle devient vraiment investie, elle fait de la vraie thérapie avec lui que quand elle est menacée à la fin. Et j'ai trouvé justement que c'est un peu faux cul de sa part. Et j'ai pas trop su lire le message. Je me dis, est-ce qu'elle critique ouvertement les psychologues qui du coup se font doubler sur les gens malades et que ça fait des victimes partout, parce qu'au final du coup lui il est complètement taré et il tue des gens, etc. Donc voilà, je sais pas. Pour moi ça critique plutôt en fait le système de réinsertion, Oui. parce que du coup en fait il est
dans le film, le système, parce qu'on comprend qu'il a été interné suite à une condamnation pour meurtre. Hein. Donc on le comprend dans le film. Et donc il est suivi par cette psy qui tient lieu et place d'agent de probation. Et on voit que c'est pas du tout adapté en fait. Que c'est absolument pas ça qu'il faut comme suivi. C'est pas assez. Ce n'est pas assez en fait. Parce qu'il peut bien lui raconter tout ce qu'il veut. Elle est pas là pour vérifier qu'il prend bien ses médicaments quoi. Bah elle a dit juste en fait dès le début du film, t'as pris tes pilules, tout simplement quoi. Il faut attendre vraiment la fin pour qu'elle sorte une ou deux phrases qui vont le rassurer et le remettre un peu sur le droit chemin. Et encore. C'est qu'on est dans une espèce de routine à chaque fois dans les entretiens qu'on voit en fait entre Ryan Reynolds et sa psy, où il y a tout un truc où même elle en fait elle est un peu en mode blasé. En fait elle dit oui bah t'as pris tes médocs, non bah faut les prendre, on a dit qu'il fallait les prendre donc tu les prends quoi. Donc il y a un délire de un peu routinier qu'on sent. Ouais, je suis d'accord. En fait elle énumère tous les effets secondaires, ce qui est pour le coup ça c'est très réaliste. Et tu parlais du drame dans le film et au-delà du fait que quand tu vois la vraie tête de l'appartement ça ne te quitte plus. Moi entre le fait que je suis maniaque et voilà ce qu'on voit ça m'a complètement j'arrêtais pas d'avoir l'autre vision derrière la tête, mais il y a un truc qui est très réaliste, c'est comment il est shooté par ses médicaments. Quand il prend ses médicaments, quand on le voit prendre et qu'il s'endort complètement et qu'il a les neurones complètement embrouillés, j'ai trouvé que cette scène elle était hyper dramatique et très intéressante dans le traitement. Ouais, totalement. Et toi Lily, t'en as pensé quoi? Moi j'ai adoré The Voices et comme je l'ai déjà dit ici, je suis très friande de psycho-killer movies. Et pour le coup, comme vous l'avez souligné, celui-ci, il est assez à part dans son genre, quoi. Il est, comme Mylène l'a dit, il est très rose, plein de couleurs, de joie. Ça penche même vers la comédie musicale. Et pourtant, moi, ça m'a terrifiée. Mais vraiment, ça m'a glacé le sang. J'étais vraiment mal pendant le film. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas dormi. Hein, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que c'est parce que le film est terriblement bien écrit. Le personnage de Ryan Reynolds, il est développé de manière à nous attendrir, comme vous l'avez répété aussi. Comme il essaye de s'en sortir, de s'intégrer et même de trouver l'amour, on a beaucoup d'empathie pour lui. Et même si on nous distille plein de red flags au fur et à mesure du récit, jusqu'à ce que le puzzle se complète en fait et qu'on finit par comprendre qui il est et le risque que ça représente pour la société. Mais bon, même quand on s'aperçoit que c'est un Jeffrey Dahmer en puissance, y a une petite part de nous qui espère que les choses vont s'arranger parce qu'on comprend qu'il est malade et que c'est pas de son fait en fait. Mais aussi, je pense que l'empathie elle est renforcée parce qu'on voit tout de son point de vue qui édulcore l'horreur. Et je trouve que ça rend la rupture de ton avec les images du réel d'autant plus glaçante. Mais pour aller au-delà du traitement de la schizophrénie, je vois un truc plus général, même si bien sûr le film traite de maladie mentale, je vois un truc plus général, un truc freudien assez simple, hein, mais efficace, qui est retranscrit dans la relation du personnage avec ses animaux. Pour moi, son chien, c'est son surmoi, sa part inconsciente qui a intériorisé les normes sociales et la morale. Et son chat, c'est son ça, la part de pulsion réfrénée que son surmoi essaye de contenir. Et du coup, même si le film traite de la maladie mentale, on a tous ce conflit interne, hein, tous les êtres humains. Sauf que chez lui, le ça va prendre le dessus. Et ce que je trouve extrêmement perturbant, c'est que le film, il parvient à nous faire vivre ce conflit interne par le fait qu'on voit tout de son point de vue. Donc on veut croire que Jerry est un bouga, pourtant c'est un psychopathe, et en termes d'écriture, je trouve ça assez brillant. Puis esthétiquement, on va pas le répéter, mais le film est une merveille, donc autant sur le fond, sur la forme, voilà, je trouvais ça assez bien fichu, même si effectivement il y a des choses à redire sur le traitement de la schizophrénie. Mais je le prends plus comme un prétexte, en fait, la schizo. C'est ça, je pense. Comme d'ailleurs, t'as cité Joker, Mylène. Je pense pas que The Voices soit le problématique dans tout ça. Oui. D'ailleurs, en fait, les films ont quelques points communs, hein, je trouve. C'était bien de le citer, parce que d'un côté, t'as le film qui, je pense, réussit son psychopathe, et l'autre qui chie dans la colle, quoi, donc, concrètement. Mais c'est marrant, parce qu'on en parle, mais la communauté incel a pas aimé The Voices. Ah ouais? Ah, voilà, bizarrement. comme par hasard. Oh, dis donc. Mais je tombe des nues. Le hasard, hein, est-ce que c'est parce qu'il y a une femme derrière la caméra? Est-ce que parce que ça glorifie pas le côté psychopathe, comme certains films le font? Je pense à Fight Club aussi. Hein. Tyler Durden se retrouve totalement maintenant adulé par des gens qui n'ont pas trop compris le film, je trouve. Donc voilà.
Pour moi, c'est ce film-là qui aurait dû être plutôt mis en avant, mais malheureusement, ça a fait que 2 millions au box-office, c'est que dalle. Hein. Pour un film qui a déjà pas coûté très très cher, donc ça aurait pu se rembourser facilement, mais qui a pas du tout réussi à trouver son public. Et même le marché comme tu vidéo, il a pas du tout gagné d'argent. Mais je suis pas sûre qu'il ait été Que beaucoup dalle. mis en avant. Franchement, j'en ai rarement entendu parler quand même. Hein. Alors qu'il a quand même gagné le prix Gérardmer. Hein. Alors qu'il y a ouais. Jésus qui conduit un Fenwick Rose, et ça, Ouais. c'est pas donné à tous les films quand même. Exactement, mais comment tu vends un film comme ça, en fait? C'est pas totalement un film d'horreur, c'est une comédie noire. Bon, c'est très horrifique quand même, c'est pas une comédie, comme ils ont voulu le vendre. Après, pense- il y a peut-être une raison à ça aussi, c'est que le scénario de Voices, en fait, a été écrit depuis très longtemps. Et du coup, ça faisait partie de cette espèce de petite liste qui traîne à Hollywood de films qui sont potentiellement très bons, mais dont personne ne veut parce que juste, ils sont invendables. Et le pitch avec un gentil tueur en série dont les animaux lui parlent, voilà, c'est peut-être assez compliqué en fait à vendre. Et le truc est passé de main en main pendant un petit moment avant que Marjane Satrapi récupère le truc et en fasse son film. Mais voilà, je pense que pour vendre ce truc-là, pour le marketer correctement, ça n'a pas dû être forcément très très simple. Et du coup, comme disait Dario, il y a un truc en termes de publicité qui a peut-être pas forcément fonctionné, sachant que Marjane Satrapi, c'était un nom que les gens connaissaient quand même. Si t'as vu Persepolis, t'as qu'une envie, c'est de voir les films qu'il va faire après, quoi. Et il y avait peut-être quelque chose de mieux en fait à faire qui n'a, à mon sens, pas été fait correctement, quoi. Mais après, vu le scénario, vu ce que raconte le film, il y a peut-être aussi ça qui rentre en compte, quoi. C'est ça. Je pense qu'ils ont tout misé sur le star power de Ryan Reynolds. Et c'était avant Deadpool, donc c'était pas non plus. Ouais, non, il était le plus il était dans hype, la hein. période comédie romantique là. Hein. C'est Green ça, mais le Lantern, problème, c'est que je non pense c'est genre c'est cette époque-là. Hein. Ouais, c'est 3 ans après, mais je pense aussi qu'en fait, les fans de Reynolds de l'époque, donc les fans de comédie romantique, hein, parce qu'il enchaînait que ça quasiment, s'en battaient les couilles, totalement, dans ce film d'horreur horrifique, etc. Ils voulaient pas le voir là-dedans. Enfin, je sais pas, j'ai plein de questions à la distribution, je me demande pourquoi ils ont choisi l'Axe Comédie. Sans doute pour relier ça, du coup, aux comédies romantiques qu'il fait à côté. Mais c'est con. J'espère qu'on le reverra remis en avant au fur et à mesure, parce que le film, il est jeune encore, il a même pas 10 ans. Mais moi, j'ai envie de miser sur un futur cult classique en devenir. Mais dans mes souvenirs, moi, le film, c'était la bande-annonce, tout ça, c'était quand même vachement tourné autour du chat et du chien, il me semble. Ah, totalement. Ouais. Je les ai pas revus, mais il me semble que c'était vachement en mode c'est marrant, Oui, le oui, chat, il lui dit de tuer des gens, quoi. Donc, C'est ça. Ouais. C'est ça. Oh, la tête dans le frigo, elle parle, c'est trop drôle. Et peut-être un côté aussi, c'est de choper la hype des chats sur internet, tu vois, un truc. Ouais. Et après, le bouche à oreille a joué contre le film, puisque le film s'est un peu fait démonter la gueule. Il a apprécié maintenant le film, mais la critique a pas trop aimé. Ils ont dit que c'était un film qui était facilement pas aimable. Dur à aimer. Enfin, pas aimable au niveau de la politesse, pardon, mais aimer un film, tu vois. Reynolds a jamais fédéré les critiques, déjà, donc ça partait mal là-dessus. Malgré toutes ses tentatives, hein, je pensais à Buried, qui a été son film, il a tenté vraiment de montrer qu'il savait jouer. Et un film comme ça, je sais pas, peut-être sorti trop tôt à l'époque, on parlait pas encore de ce genre de sujet, hein, schizophrénie, les psychopathes, tout ça, voilà. Alors je suis sûr que s'il sortait maintenant, le film il cartonnerait de ouf parce que justement Ryan Reynolds il a beaucoup plus de star power et qu'il fait bien plus de comédie et qu'on sait très bien qu'il a un timing de ouf, quoi. Donc, Encore une fois, je pense que c'est un problème de promotion, en fait. C'est sûr, si tu vends une comédie et que tu te retrouves là-devant, forcément, les critiques vont être mauvaises, quoi. Totalement. Mathieu, toi, du coup, tout à l'heure, tu t'es lancé, mais t'en as pensé quoi? Alors moi, je l'avais vu en salle à l'époque, parce que vraiment, j'adore tout ce qui est comédie horrifique. Et comme disait Dario, en fait, la bande-annonce vendait du rêve, quoi. Puis surtout, une espèce de comédie un peu pince sans rire, avec un chat qui balançait des horreurs et tout. Et alors moi, j'y suis allé vraiment avec beaucoup d'espoir. Et je suis sorti en me disant, oui, c'était pas mal. Voilà, je suis pas non plus emballé à 100%, mais voilà, j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Après, je rejoins l'avis général, comme quoi le film est un gentil film de psycho killer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'anti Golden Globes, dans le sens où vraiment le personnage principal on a vraiment envie qu'il s'en sorte, on a vraiment envie de l'aider malgré toutes les horreurs qu'il peut commettre. Entre guillemets, malgré lui. Mais je sais pas. Après, là, je crois que c'était mon 3e ou 4e visionnage. Plus je le revois, moins je l'apprécie. Ça veut pas dire qu'en fait, c'est un mauvais film pour autant, loin de là. Mais j'en attendais peut-être, je pense, un petit peu plus. Mais je pense aussi que, encore une fois, c'est la promotion du film qui m'a vendu quelque chose
qui n'était pas en réalité ce que je suis allé voir, quoi. Moi, j'attendais beaucoup de scènes avec le chat et le chien, le côté bonne conscience, mauvaise conscience, tout ça, puis Ryan Reynolds un peu paumé au milieu. Et en fait, même s'ils sont très mis en avant sur l'affiche, sur la promotion, le chat et le chien, ils interviennent pas non plus des masses, quoi. Alors après, c'est clairement pas le sujet principal du film, mais je trouve qu'en fait, le film, je dirais pas qu'il s'oublie très rapidement, mais il me manque un petit truc. C'est-à-dire qu'en termes d'horreur, oui, effectivement, il y a 2-3 scènes qui sont assez vénères. Je pense au premier meurtre du film. Mais le côté comédie, je le trouve peut-être un peu trop léger. Enfin, je pense qu'il aurait fallu peut-être pousser un petit peu plus les potards, que ce soit dans l'horreur et dans la comédie, pour que là, vraiment, on ait vraiment un petit film culte en puissance, quoi. Je suis vraiment pas persuadé que d'ici une dizaine d'années, ça soit considéré comme un vrai film culte, mais pour moi, en l'état, c'est juste une très bonne petite série B qui a très mal été vendue en termes de publicité, mais auquel il me manque un petit truc, et j'ai vraiment du mal, encore une fois, à mettre le doigt dessus. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je sais pas, il me manque un petit truc. Est-ce que c'est parce que tu avais des attentes différentes? Tu parlais du chat, du chien, est-ce que tu pensais que tu allais plus les voir? Oui, ouais. Je pensais qu'on allait les voir un petit peu plus, et déjà, je suis pas non plus très très fan de Ryan Reynolds. Enfin, il m'énervait déjà à l'époque, il m'énerve encore plus aujourd'hui, donc voilà, après, je suis peut-être un peu biaisé par rapport à ça. Il joue toujours un peu les... Il joue toujours un peu les bonnets, quoi, un peu les. Et comme tu disais, en fait, Romain, enfin, je préfère infiniment le voir dans un film comme Buried, où là vraiment, enfin, c'est acté que le mec sait jouer correctement, quoi, que jouer toujours en fait les demeurés, les nigauds, et ça me fatigue un peu. Le mec a quand même joué Deadpool comme il a joué Pikachu, tu vois. Et ça, je trouve ça toujours aussi fou. Ouais. Mais voilà, enfin, encore une fois, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment, mais pour moi, ça dépasse pas le stade de bonne petite série B qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Le statut culte, je le trouve encore un petit peu loin, quoi. On en reparle dans 10 ans, du coup. On refera un épisode. Ouais. On se le remettra et on reviendra dessus. Public, les auditeurs ne sont pas de ton avis, parce que pour le coup, ils ont été plutôt fédérés, à part un, on va vite le voir, par le film. On a Cédric Crémet, qu'on salue au passage, parce que c'est lui qui a fait la musique de Jumpscare. C'est lui que vous écoutez dès que vous lancez un épisode, qui nous a juste envoyé probablement le meilleur film avec Ryan Reynolds. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ça va pas être dur. Ouais. Moi, je pense qu'il y a J'ai Buried. pas vu Buried. Il y a qui met la barre assez haut. J'ai vu Buried. Ouais. On est dans le top, en tout cas. The Voices, il a un argument avec lui, c'est que c'est pas un huis clos dans un cercueil, tu vois, donc il y a plus de choses à voir dans The Voices quand même, au-delà de Ryan Reynolds, quoi. Oui, peut-être en termes de prestations, Ryan Reynolds est plus impressionnant dans Buried, mais il y a plus de choses dans le film The Voices pour moi. Je dirais que The Voices c'est un meilleur film, mais Ryan Reynolds joue mieux dans Buried, quoi. Il joue très bien dans The Voices aussi. Je préfère quand même Buried parce qu'il y a une intensité que t'as pas dans The Voices, pour le coup. Le final, moi, m'avait retourné à l'époque. Ouais. Ah ouais, moi j'ai suffoqué durant toute la séance. C'est un film à voir pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, qui nous écoutent. Starflord nous envoie film très efficace, une colorimétrie impeccable, aussi drôle que glaciale, la fin est incroyable. J'ai parlé un peu de la fin tout à l'heure, mais en effet, j'ai pas quand même dit ce qui s'y passe, je dirais pas. Mais c'est inattendu, pour le coup, ça finit d'une manière que j'ai pas vu venir, personnellement. Mais la toute dernière scène, séquence, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Bon, désolé, j'ai spoilé qu'il allait au paradis. Mais ce qui se passe au paradis, moi, je suis en mode, ah d'accord, ça finit comme ça. Ça m'a... on peut quand même revenir sur la fin. Oui. Quand il claque, quoi. Mais moi, je trouve justement que c'est un petit peu expédié. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté quand même manque de budget, où on donne pas vraiment... il n'y a pas vraiment une mise à mort de personnage principal de cinéma. Je trouve que c'est un peu... Mais il crève. Je trouve que ça méritait un peu mieux. Mais je pense que ça doit être une limite de budget, parce qu'ils avaient que 11 millions de dollars, je crois, pour faire le film. Ouais, c'est ça. On va faire une explosion de malade pour 11 millions. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre issue possible, en fait. Non, moi, bien sûr. c'était logique. C'est plus la mise en scène qui n'est pas au niveau du reste du film, je trouve, dans la mort, en fait, du personnage, pour moi, je trouve. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas trop évoqué, c'est que le film est quand même principalement peuplé de personnages féminins, pardon. Et que, en fait, Ryan Reynolds, il a très très peu d'interactions avec des hommes, à part son patron et ses collègues de travail qui sont assez nuls, en fait. Toutes ces interactions intéressantes
sont avec des personnages féminins, aussi bien sa mère que ses collègues de travail femmes, que sa psy. En fait, c'est vraiment, il est entouré de femmes. Et je trouve que c'est un truc assez intéressant. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine bienveillance dans le film aussi. Il n'est pas poursuivi par des hordes de mecs qui veulent le buter, quoi. Il est entouré de femmes qui essayent de faire un pas vers lui, et je trouve que c'est intéressant aussi. Oui, parce que d'ailleurs, quand c'est des hommes, c'est toujours suspicieux. Son patron, il vérifie qu'il va bien. Après, c'est les flics. Et puis mais avant les flics, c'est ses 2 collègues masculins qui vont voir chez lui qu'est-ce qui se passe. Voilà, et en plus, eux, ils se moquent un peu de lui dans son dos, en plus. Donc, les hommes, ils sont toujours en confrontation ou en moquerie par rapport à lui, alors que jamais les femmes, effectivement. C'est pas anodin, je pense. Oui, et son beau-père aussi. Son beau-père est perçu, peut-être que ça vient de là d'ailleurs aussi, c'est que comme son beau-père est violent et moqueur avec lui, pour lui, dans son esprit, tous les hommes sont violents et moqueurs avec lui, alors que toutes les femmes sont un peu des images de sa mère qui est bienveillante et attentive, quoi. Pas du tout anodin quand tu vois qui est derrière les caméras. Rem Potatoes nous envoie un film sans prétention, plutôt drôle même, et un bon kiff de la part de Reynolds. Robin Mo 83 nous envoie juste de la merde. Voilà. Il y en a toujours un qui est dans le lot, qui se cache, mais il m'a fait rire. Malone Silence nous envoie juste ce film m'a détruit. Visiblement, il a été touché. Je comprends. C'est le côté tragique, quoi, du truc qui est inévitable. C'est ça, que ce soit pour Reynolds. Ah non, mais moi j'étais vraiment mal. Après, moi j'ai vraiment pas vu le côté comique du truc. Alors, Mathieu a peut-être raison, du coup, c'est peut-être parce que c'est mal dosé. Mais moi, j'ai vécu un drame, ça m'a... Dès le début, en fait. Et du coup, la séquence de sang, tu l'as vécu comment, du coup ? Parce que ça fait un contraste de ouf, tu vois, sans trop en dire, tu vois, mais... En fait, il y a toujours ce truc comme quoi t'es dans la tête du mec. Et bon, il est un petit peu barré, forcément avec son vécu et tout. Et du coup, pour moi, c'est un délire que lui a dans son agonie. Et en plus, il meurt intoxiqué au monoxyde de carbone, du coup, donc ça donne un petit peu des hallucinations. Donc oui, ça me paraît logique, en fait, la fin, qui a une esthétique très Demoiselle de Rochefort, je trouve un peu. Oui. La fin est hyper logique pour moi, en fait. On continue d'être dans sa tête, et je trouve que dans ces derniers instants, qu'il a un délire comédie musicale entouré de femmes, encore une fois, ça me paraît logique. Qu'on l'avait pas dit, je trouve qu'il y a une petite cassure, en fait. Il y a une espèce de petite cassure à la fin, parce que moi, je me rappelle la première fois où j'ai vu ce truc-là, donc en salle, je me suis dit, ok, bon, cette scène est rigolote et tout, ça part en comédie musicale et tout, mais en vrai, ce niveau de délire, c'est ça que j'aurais voulu voir, en fait, avant, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est une très bonne idée. Ok, il y a peut-être le délire, comme disait Lily, encore une fois, de délire post-mortem. Donc c'est logique d'une certaine façon qu'on voit ça. Mais par contre, en termes de délire, de blague, on est clairement un cran au-dessus par rapport à ce qui a précédé. Et c'est ce cran-là que j'aurais aimé voir avant, en fait. Donc j'ai aimé ce truc-là, mais je me suis dit, merde, ça arrive trop tard, quoi. Après, je pense pas que le film soit voué à être vraiment si délirant et si comique, quoi. Vraiment, encore une fois... c'est plus tragique qu'autre chose, avec quelques trucs un peu loufoques et ovnis dans le film, ce qui fait qu'il est un peu à part dans le style de l'horreur, quoi. Ouais, mais encore une fois, la promo l'a vendu comme une comédie, tu vois. Ouais, mais il y a des trucs que je trouve... quand il va chercher sa première victime et que il va chercher son corps dans la forêt et qu'elle est entourée de fleurs, elle est immaculée, c'est Blanche-Neige, quoi. Elle est vraiment superbe. Moi, je trouve ça très drôle. Désolée, mais je trouve que cette vision qu'il a, parce que tu sais très bien qu'elle ressemble pas à ça, quoi. Elle s'est pris 27 coups de couteau, elle a passé la nuit dehors, ça fait 20 heures qu'elle est morte. De toute évidence, elle ne ressemble pas à ça. Mais je trouve que cette image qu'il en a, il la regarde d'un air attendri. Oh, elle est si belle. Moi, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une forme d'humour noir qui fonctionne, quoi. Et il y en a plein des trucs comme ça dans le film. Et je sais pas, c'est juste peut-être un humour qui est moins rigolo poète-poète. C'est un truc un peu plus cynique. Rigolo poète-poète. Et justement, la scène où il la poignarde 27 fois, là, moi je trouve que c'est peut-être ma préférée du film. Je trouve qu'elle est vraiment réussie. Et je crois que c'est Romain tout à l'heure, enfin je sais plus qui a parlé justement du fait que ça se voit qu'elle fait de la bande dessinée. Et je trouve que sur le cadrage de cette scène-là, tout particulièrement, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la caméra elle recule et ça fait une espèce de halo de lumière un peu sur Ryan Reynolds qui la poignarde en disant je suis désolé. Et ça fait vachement BD d'avoir ce genre de scène un peu avec le halo de lumière au-dessus du personnage. Et je trouve que c'est en fait le passage entre le moment où il tranche la gorge pour l'achever
Et quand il recule et que d'un seul coup il a un spasme et il la poignarde et il dit je suis désolé et il continue, il y a vraiment un truc un peu malsain. Je trouve que c'est la scène la plus marquante de tuerie, en tout cas du film. Il y a Maxime Alexandre aussi qui est derrière la caméra, qui est un chef-op qui a déjà bossé sur des gros films. Récemment, il a fait Shazam 2. Voilà, on lui en veut pas. Mais qui bosse dans beaucoup de films d'horreur, tu vois, c'est lui, j'ai la liste devant moi, qui a fait Annabelle 2, The Nun, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Des chefs-d'œuvre. Ouais, non, mais pas que, parce qu'il a aussi fait le remake de Maniac. Ah, ça c'est bien. C'est ça, c'est un mec qui, quand on lui donne un petit peu de liberté, quand il a, je pense, un bon réal ou une bonne réal derrière lui, peut faire des trucs qui tuent, en fait. Je pense, il a aussi bossé avec Alexandre Aja sur quasiment tous ses films, donc Haute Tension, tout ça, Mirrors aussi, donc voilà. Il y a quand même du talent derrière, et je pense que un bon chef-op et une réal qui s'y connaît, ça se voit, hein, les couleurs, le cadrage et tout, ça, c'était le bon cocktail. Et la lumière, justement, je trouve que le souvenir que j'en avais, c'est un peu éclairé comme un court-métrage où tu apprends un peu à éclairer un film avec des couleurs RVB, tu vois, mais du coup, c'est vachement en lien avec le fait que c'est juste la projection du personnage principal de sa vie, quoi. Sûr que quand il prend ses médocs, c'est éclairé comme un film de cinéma lambda. Et quand il arrête de les prendre, il y a des couleurs un peu partout. C'est vachement joli en plus. Donc ouais, la lumière du film m'a beaucoup marqué. Ouais, ça c'est un truc qu'on peut pas enlever au film, c'est que vraiment c'est très très bien éclairé tout le temps, quoi. Ouais, c'est très beau, quoi. Et c'est hyper référencé. On sent vraiment que Satrapi, c'est une artiste peintre et qu'elle a des références très graphiques. Moi, j'y vois du American Graffiti, du John Waters, et même des photographes. Je trouve que ça ressemble beaucoup au travail du photographe Eggleston. Ouais, ou La Chapelle aussi, un peu sur des trucs. Ouais, La Chapelle carrément. Donc voilà, esthétiquement, il y a peu de choses à acheter, je trouve. Mais même dans le film, hein, même Mathieu qui a un avis un peu plus négatif, a été plutôt sympa. Donc vous l'aurez compris, un ovni à voir, pour le coup, à redécouvrir. Le film, il est dispo très facilement en DVD Blu-ray d'occasion chez l'éditeur. Donc n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est la fin de cet épisode. Mais avant de clôturer, petite information, pas de vacances pour Jumpscare cet été. On sera dispo tous les vendredis dans vos oreilles tout l'été, avec une sélection de films qui ont comme thème principaux les vacances. Le tout accompagné de guests, avec des films cultes ou moins connus. On a une sélection qui, je pense, va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à noter le podcast sur vos applications de podcast, n'hésitez pas à commenter et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. On a aussi un serveur Discord qui a ouvert récemment, qui est dans la description. Et on vous dit à vendredi prochain. Salut. Ciao. Salut.